Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cet avis et cette analyse sur le premier épisode de Moon Knight, d'abord sans spoiler, dans une partie introductive, puis avec spoiler pour entrer dans les détails. Pour information, j'ai eu accès aux 4 premiers épisodes qui ont été mis à disposition de la plupart des critiques par Disney. Je parlerai ici uniquement du premier épisode bien sûr, mais il est évident que je ne proposerai pas de pseudo-théorie sur la suite, tout du moins pas avant qu'on arrive au 5e épisode. Mais auparavant, je vais vous parler d'un jeu de plateau qui me tient à cœur et qu'on doit à 2 frères de l'entreprise française Paria qui se donnent à fond pour vivre de leur talent pour le game design. Alors si vous aimez la fantasy, Diablo, les bons jeux, restez pour découvrir l'Ordre de Veyel. Bravo effectivement à Paria, qui est une petite société française de passionnés qui a conçu et pris le risque de lancer ce jeu de plateau qui se rapproche un peu du jeu d'aventure carrément, jeu de rôle même, puisqu'on retrouve les bases du dungeon crawling, c'est-à-dire ce qu'on trouvait à l'origine du jeu de rôle notamment, de Donjons et Dragons pour ne pas le citer. Et on est aussi à la rencontre du hack and slash, si vous connaissez Diablo, avec toute cette notion d'aller casser du monstre dans des donjons, de trouver des équipements pour devenir plus puissant et ensuite affronter un boss. C'est du très beau matos. Là, comme vous pouvez le constater, j'ai disposé le plateau de jeu. Alors pour ceux qui connaissent le jeu, bien sûr, c'était pas exactement comme ça que les cartes sont disposées quand on joue, mais j'ai voulu mettre en valeur certains éléments, notamment les monstres et de superbes illustrations. Et donc vous avez la zone de repos, la zone des aventuriers où ils pourront s'équiper chez le forgeron, chez l'alchimiste, retrouver leur force, et la zone d'exploration dans le donjon avec 3 ailes parallèles. Et plus ça va aller en termes de tours, d'aller et venue entre le repos et le donjon, plus le donjon va devenir profond, compliqué, et c'est aux aventuriers de choisir le bon moment pour aller attaquer, se confronter aux boss. Sachant que les boss, on a leurs fiches, ils sont splendides, ils sont flippants, ils ont des capacités différentes, ce qui renouvelle carrément, on a une grosse rejouabilité. En fait, le jeu est très fun, simple de prise en main, mais aussi il a une vraie profondeur. Entre les boss différents, les personnages, multiples personnages et leurs différentes capacités, on a plutôt des défenseurs, des attaquants en distance, des magiciens. Et il faut savoir aussi qu'on a un deuxième volet qui est en préparation avancée, et qui devrait encore plus faire le pont entre le jeu de plateau et le jeu de rôle. Moi, ça me parle carrément, j'ai adoré la partie que j'ai faite et j'ai bien l'intention d'y rejouer, sachant qu'on peut jouer de 2 à 7 personnes. On peut même jouer tout seul, à vrai dire, ça peut se faire, sachant que l'idéal, c'est d'avoir un maître du donjon, en quelque sorte, qui va s'occuper de tous les monstres, des obstacles, des salles à disposer, etc. Et les joueurs en face, mais on peut s'arranger en étant purement mode coop et sans être en opposition avec un autre joueur. Moi, c'est comme ça que je l'ai testé avec ma copine et on s'est vraiment bien amusé. Profitez d'une réduction de 5% avec le code Captain Popcorn et passez par le lien disponible en description de la vidéo et en commentaire épinglé. Moon Knight est un personnage secondaire et relativement méconnu du vaste univers des comics Marvel, mais il peut compter sur un look vendeur, une violence de justicier de rue et un mysticisme lié au panthéon égyptien antique, sans oublier une évolution éditoriale plutôt intéressante. Moon Knight compte des fidèles adeptes, un comics plus diligent sans doute encore que Mark Spector ne l'est envers Khonshu, une divinité de la lune et de la vengeance, voire de la protection des voyageurs nocturnes, du moins si on en croit la BD. Alors oui, je sais bien que tout le monde ou presque prononcera Khonshu, y compris dans la série, mais quand une guide du Louvre spécialiste de l'Égypte me confirme que Khonshu se prononce Khonshu, je vais suivre son avis, je suis comme ça. Ce premier épisode de Moon Knight a une grande force, mais aussi une grande faiblesse. Sa grande faiblesse marquera surtout les lecteurs de comics qui espéraient retrouver directement ici un violent justicier des rues et des chorégraphies de baston capables de renvoyer celles de l'excellente série Daredevil dans les cordes ou au moins de leur tenir tête. Et clairement, on n'est pas du tout dans cette approche, du moins pour ce premier épisode qui va se centrer sur l'identité éclatée du héros, du fait de son trouble dissociatif de l'identité et l'impact que cela a sur sa vie. La grande force de ce pilote, en revanche, consiste à poser son ambiance et à créer son univers sans avoir le moins du monde besoin de multiplier les références au MCU, le Marvel Cinematic Universe. Cet aspect original et indépendant se ressent presque aussi fortement que la sympathie que devrait susciter Stephen Grant grâce à un Oscar Isaac on Fire, comme on dit dans le nord de la France,
qui s'en donne à cœur joie. Alors certains diront forcément qu'il cabotine, qu'il surjoue, qu'il est en roue libre même, hein. Mais personnellement, dans le style, j'ai apprécié la performance. En effet, j'imagine bien que son portrait d'un londonien empoté et passionné d'égyptologie pourra crisper certains spectateurs. Pour moi, c'était un grand plaisir de le retrouver enfin dans un gros projet sans qu'il soit étouffé et limité par le script. Ah, j'entends quelqu'un qui dit post-logie Star Wars quelque part. Cet épisode annonce clairement la donne. Moon Knight sera avant tout une étude de personnage, même si les enjeux qui concernent l'adversité et l'aspect surnaturel et super-héroïque sont bien présents. Face à un épisode qui assume autant sa personnalité, c'est le bon moment pour venir porter un éclairage sur la fameuse recette Marvel et le degré de liberté accordé au principal réalisateur de la série, Mohamed Diab, que j'ai eu la chance de pouvoir interviewer. First of all, I only directed so far things that I've wrote. So that was the first time, yeah. And it wasn't easy for me to adapt to something new. The script was great already. Me and Sarah's my wife and my partner, co-writer and co-producer and everything. I felt I wanted to make it my own, so Marvel allowed me to write a draft. And that definitely made the project mine. I can now understand every word and understand the intention of every single thing that was there. If you are part of the MCU, you're not an independent entity. So you're part of something bigger. So you get in and you try to be collaborative with the people who were working on the projects for a long time. Yet I would say I was given, from the day one, I pitched my vision. And my vision is the project that I've done. That's very important. The 200-page pitch that I pitched 2 years ago is exactly the show that I've done. You have to be smart enough to know that those people have secret sauce. They've done almost 30 movies, most of them successful. They have the most successful run in the history of cinema. So you have to learn from them. And they're smart enough to know that they hired you because you're going to bring something new. So it's a mutual understanding. You got freedom. I got freedom to add a lot of drama. I got freedom to tie a lot of knots. I got freedom to pitch a new villain, which we have right now. And it's not even from any comic book. It's my idea and Sarah. I got freedom to push it darker, to look different. And that's why people, when even like seeing the trailer, they feel there is a different tone to the whole thing. Puisque Mohamed Diab vient de l'évoquer, un mot sur le personnage d'Arthur Harrow, incarné par Ethan Hawke. La toute première scène de la série lui est consacrée et je trouve qu'elle est excellente puisqu'elle va autant nous intriguer que nous faire un peu grincer des dents en posant un homme dont la détermination confère assez nettement à une forme de fanatisme mystique qui ne reculera donc devant rien étant donné le rapport qu'on nous représente à son propre corps. Pour revenir sur l'essence même de ce premier épisode, on est bien sur une sorte de comédie dramatique qui n'oublie pas pour autant le suspense et l'action en jouant bien évidemment sur l'absence de continuité dans la vie consciente de cet homme qui partage son corps avec au minimum une autre version de lui-même. De mon point de vue, l'épisode est drôle avec d'un côté cet humour involontaire, des remarques du langage corporel de Steven et de l'autre le comique de situation découlant des improbables échanges de contrôle au pire moment imaginable. Néanmoins, cette drôlerie se fait aussi au détriment d'autres aspects et particulièrement les scènes d'affrontement qui sont ici littéralement sacrifiées. Alors s'agit-il de veiller à limiter à l'écran la dose de violence qu'on est prêt à accepter dans une série Disney+, qui n'est pas sur la section adulte? Et à vrai dire, je n'en suis pas sûr, il est possible que ce soit purement un choix artistique et une volonté de jouer sur la frustration du spectateur pour donner plus d'importance encore à l'entrée en scène des combats quand on les verra pour de bon. L'occasion d'évoquer l'étonnante transition du réalisateur Mohamed Diab vers le MCU alors qu'il est connu pour des œuvres engagées ou du moins qui témoignent de la société de son époque. I never thought of myself as someone who's exclusively doing big budgets or small budgets. I'm exclusively doing good stories in my mind. So and you just reminded me of the first time Oscar Isaac saw my movies and he was thinking, should I join the project or not? And he told me, what the hell are you doing here? Like it feels like you can't mix here. But I told him, I'm not exclusively working in I want to do an intimate story. It doesn't matter the budget. And I pitched him how I see the film. And I felt like it's a few times that I really pitch for a project. But I only do that when I feel like, okay, I can do this better than anyone else. And I felt that with Moon Knight. I felt, okay, I can bring this make this darker. There is dark element to it.
and there is Egyptian part in the past and in the present that is very important for me to represent. And I can see my own style. The whole show could be very realistic and hyper-realistic if I wanted. So I felt I can do that. The jump itself was just imagine like the first day and I'm seeing cranes that could build a skyscraper. It's crazier, it's bigger sets, but at the end there is camera, you only see a frame and you capture reality, and that's what I did. And you take it day by day. And by the way, Marvel's process have done this so many times getting independent filmmakers and putting them in the big machine, and 99% if they know how to direct drama, they succeed. So to me, the only thing I would tell you is if you know how to direct drama, you can direct anything. Avant d'en venir au spoiler, est-ce que je vous encourage à découvrir cet épisode? La réponse est plutôt positive, sauf si vous attendez de retrouver une adaptation pure et dure des pages de Moon Knight à l'écran. Il faut ici se faire à l'idée qu'on va découvrir une autre proposition sur ce personnage, une approche qui relève de la comédie dramatique, saupoudrée plus ou moins fortement de surnaturel. Et si vous souhaitez tenter l'aventure, sachez que vous trouverez un lien Disney+ en description de la vidéo, et sachez également que ma liberté critique reste absolument totale, et justement, en entrant dans les spoilers, on va commencer avec un point qui fâche. Je reviens sur Khonshu, ce fameux dieu qui a fait de Mark Spector son avatar, sans que la série n'en révèle encore les circonstances. Autant sur tout l'aspect visuel de la divinité, je suis totalement conquis, je n'ai pas peur de le dire, autant sur l'usage presque exclusivement comique de sa voix, je le suis beaucoup moins. Derrière cette voix, ce n'est rien de moins que F. Murray Abraham, un acteur chevronné, oscarisé, mais ce qui me pose problème, c'est le script et cette obsession de Marvel de ne jamais prendre les choses trop au sérieux. L'approche de comédie douce amère autour de Steven fonctionne bien, je trouve, mais justement il aurait été intéressant, je pense, de rester sur un registre totalement inquiétant, voire sinistre pour Khonshu. Difficile ici de prendre au sérieux tout le côté dieu antique et mystérieux quand la divinité qui utilise le corps d'un simple mortel fait partie intégrante de la recette comique de la série. Impossible pour moi d'en dire plus pour le moment à ce sujet, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, vous verrez bien comment cette représentation des divinités évolue au fil de la saison. Si on en vient au visuel de la série, maintenant je suis partagé en ce qui concerne les effets numériques. D'un côté, ils sont plutôt convaincants pour l'apparition du costume notamment, sachant que la tenue en elle-même, bien réelle, celle que va porter Oscar Isaac, ou parfois j'imagine sa doublure, est vraiment excellente à tout point de vue, que ce soit la recherche sur les textures, le drapé, etc. En revanche, le chacal par exemple, qui est invoqué dans ce premier épisode, souffre bel et bien du syndrome de tous ces effets numériques intangibles, et on ne peut que regretter encore une fois la quasi-disparition des animatronics, tellement plus intéressant au cinéma ou en série maintenant, c'est presque pareil. Alors il y a aussi la scène des troncs d'arbres qui emportent les sbires lors de la course-poursuite, elle est éventuellement discutable en termes de réussite visuelle, mais bon, elle est surtout éminemment anecdotique. Reste un véritable travail du cadre et des décors. L'appartement de Steven est placé sous les toits pour multiplier les formes pyramidales. Son lit rappelle volontairement l'espace délimité d'un tombeau, notamment avec la faible hauteur. Et puis surtout, Mohamed Diab multiplie les effets de miroir, de dédoublement ou même de triplement de l'image, de reflets du monde dans l'eau, avec différents jeux sur les miroirs et autres surfaces réfléchissantes. On notera que l'essentiel de la série a été tourné en Hongrie, même la rue de Steven, le bus ou encore le musée, qui sont censés être à Londres bien sûr, sont en quelque sorte des reconstitutions qui ont demandé beaucoup de travail. Et voilà justement ce que le réalisateur avait à dire au sujet de ses intentions de réalisation sur la série. When you think you just want to represent the characters in the best way possible. So I was trying to represent Mark and Steven. Mark and Steven's struggle. It was very important for me to show duality, visual themes of duality. And even though the Marvel world is very fantastical, but I wanted to ground it in reality and make it as real as possible. One of the most important things was mental illness, to talk about it with respect, and dissociative identity disorder, DID, is something that we all think we know about, but actually we are all ignorant to it. So through the process with experts, I learned a lot and I understood it more. And
this is exactly what I wanted to share with the people. I think through the show, they're going to understand a lot more about DID. Even though our way of articulating it is a bit fantastical, so it's not absolutely accurate. And the last important thing was Egypt and the Middle East. It's always, for me, it's been a concern that when I see Egypt in a movie, whether in the past or in the present, it's always, there's Orientalism. When you see Egypt, very exotic and not humanized, dehumanized in a way. And I really wanted to make it grounded in reality and show people how Egypt really looked like. And I think me and my team did the best that we can to bring that to the screen. Concernant les clins d'œil maintenant, on a essentiellement le nom de Duchamp qui apparaît dans les appels manqués sur le téléphone de Mark Spector. Il correspond au personnage de Jean-Paul Duchamp dans les comics, un allié de Mark Spector, qui est même un compagnon d'armes, un ancien soldat qui lui sert régulièrement de pilote par exemple. Plus spécifique à la série, on peut éventuellement supposer que le fait que Gus, le poisson rouge, n'a qu'une seule nageoire est une métaphore du blocage total que fait Steven quant à l'existence de son alter ego, Mark Spector, qui semble lui conscient de l'existence de Steven. D'ailleurs, Mark est allé acheter un poisson à 2 nageoires, ce qui témoigne aussi bien d'une forme de recherche de normalité sans doute, illusoire, mais aussi du peu d'empathie dont il fait preuve en se débarrassant du poisson d'origine. C'est pas bien. Au revoir Gus. En ce qui concerne Arthur Harrow et Amut, la déesse qu'il prétend représenter, on peut rappeler quelques concepts de base des croyances de l'Égypte antique. Au moment de la mort, le défunt doit surmonter des épreuves pour enfin atteindre le lieu de l'au-delà où sa valeur sera jugée. Ce jugement passe par une balance à la pesée du cœur du défunt face à la plume qui symbolise Ma'at, à savoir l'harmonie de l'univers qu'il convient d'absolument préserver et respecter. Amut a pour mission de dévorer les âmes jugées indignes d'atteindre les champs de roseaux d'Osiris, et lorsqu'Arthur tente de juger Steven dans le musée, il en est incapable et lui dit qu'il y a beaucoup de chaos en lui. Ce terme chaos n'est pas anodin puisqu'il est l'antithèse de l'harmonie souhaitable et recherchée. Le chaos correspond à l'Isfet, qui est purement négatif mais qui dans la série pourrait éventuellement venir chercher du côté d'une forme d'équilibre à maintenir face à une vision trop rigide et meurtrière de l'ordre que représenterait Arthur Harrow et son culte sectaire. Une remarque enfin sur l'usage plutôt judicieux des chansons et des musiques pour accompagner l'étrange quotidien de Steven Grant, un véritable plus à mon point de vue, même lorsqu'il s'agit de nous ressortir du wham au cupcake. Alors c'est vrai, tout n'est pas encore présent dans ce premier épisode, mais on sent déjà un mélange assumé entre comédie, action, questionnement intime, mais aussi fantastique, sachant que le terme d'horreur serait trop fort sans doute, même si on pourra en reparler au sujet de prochains épisodes. Justement à ce sujet, j'ai demandé à Mohamed Diab quel avait été son plus grand défi de réalisation sur la série. The most challenging thing was actually the most thing that I love challenge. I thrive in a challenge. I love people. I love to challenge myself into something that I don't know about. So I'm someone who directed drama. It was very interesting for me to direct comedy in the show, to direct action, to direct horror. But the most interesting thing is to blend them all and feel like they all blend together. They are coherent and it's not bits and pieces from different genres. Like if you see episode 1, all that is blended in one episode, but I think it feels coherent and it works. So that was the most challenge, but in the same time the biggest achievement to me. Je dirais que pour l'instant Moon Knight reste une proposition nettement plus intéressante que celle des séries telles que Le Faucon et le Soldat de l'Hiver ou encore Hawkeye. En revanche, pour l'instant, Loki par exemple m'a plus convaincu. Dans ce que j'ai déjà pu voir, j'ai notamment été fort intrigué toutefois par l'épisode 4 et je pense qu'il faudra voir l'intégralité de la mini-série qui ne compte que 6 épisodes avant de pouvoir véritablement la juger, quitte à aller peser son cœur face à une plume. Je vous rappelle qu'une réduction de 5% pour tout votre panier sur le site de Paria vous attend avec notamment l'ordre de Veyel que je vous recommande chaudement. Comme je le disais en intro, je l'ai testé, j'ai beaucoup apprécié. Et bien sûr, vous avez l'habitude, si la vidéo vous a plu et que vous souhaitez éviter que je vous coince dans un ascenseur avec Ronshu qui ne s'est pas lavé depuis 5000 ans, je vous conseille de vous abonner à la chaîne et de laisser un pouce en l'air. À très vite pour de nouvelles aventures. On verra si ce sera du côté de The Batman avec spoiler ou de Morbius, le trou du cul. Salut!